Elle est présente encore à l'Est. 24 départements resteront en vigilance rouge demain. Mais évidemment, les organismes qui ont accumulé des jours de chaleur extrême sont épuisés. Il y a une pression dans les hôpitaux avec un bilan qui risque incertain en termes de décès. Et puis, jamais bon signe, les deux funérariums parisiens affichent complet. Je vous propose d'écouter justement Gauthier Caton, porte-parole de la Fédération nationale du funéraire. La situation commence à être tendue à Paris. Les deux chambres funéraires intramuros sont complètes. Les chambres funéraires en première couronne parisienne commencent à l'être également. Et on commence à avoir des entreprises de pompes funèbres contraintes de proposer des familles de transporter leurs défunts vers des départements limitrophes, voire même en province. En début de semaine, malgré les fortes chaleurs, on n'avait pas encore constaté cette évolution. À partir de jeudi, la situation a commencé à s'accélérer, à se dégrader. Et depuis maintenant jeudi, les services de pompes funèbres sont extrêmement sollicités pour transporter les défunts suite à des décès de domicile vers les chambres funéraires. Également dans les différents EHPAD qui ne conservent majoritairement pas les défunts. Donc la situation est clairement liée à la période de canicule. Alors c'est vrai qu'on espérait, on craignait ces images de 2003 avec ces morts dans les services d'urgence, etc. Malheureusement, c'est pas de bon augure. Ça veut dire quoi concrètement qu'on va revivre ce scénario de 2003, Elliot Maman? Ça dépend peut-être que d'un point de vue politique, j'ai l'impression que les choses sont un tout petit peu plus atténuées, même si on voit que la ministre Monique Barbu, qui est donc ministre de la Transition écologique, amoncelle contre elle un certain nombre de critiques dont certaines sont plutôt légitimes au vu des polémiques qu'on a vues. Je pense que cela rappelle simplement notre sous-investissement chronique dans un certain nombre de dossiers, notamment celui de la santé et celui de la prise en charge des personnes âgées, puisque on nous a suffisamment expliqué que la particularité des personnes âgées, donc ce qui les rendait particulièrement vulnérables face à la chaleur, c'était notamment qu'ils ne parvenaient pas à ressentir la soif. De fait, quand il fait très chaud, on n'a plus soif, et donc si on n'a pas un aide-soignant derrière chaque personne âgée, en gros, pour leur imposer de s'hydrater correctement, on se retrouve en effet avec des situations aussi effroyables que celle-là. Il y a évidemment autre chose, c'est la détestation idéologique et le sous-investissement face à la climatisation. Je pense que l'incapacité d'avoir des îlots de fraîcheur, des possibilités de parfois récupérer une température un tout petit peu plus normale fait également partie du problème. On sait qu'un certain nombre d'EHPAD, et même la majorité d'entre eux en France, ne sont pas équipés de la climatisation. Pareil dans les hôpitaux, avec ces images complètement ahurissantes d'aides-soignants qui se retrouvent à mettre des espèces de draps mouillés devant une fenêtre pour permettre de repasser sous les 40 degrés dans des chambres d'hôpital. Évidemment que ces sous-investissements chroniques ont une conséquence ensuite sur la vie des Français. Alors 30 000 climatiseurs qui ont été commandés pour les hôpitaux, c'est Sébastien Lecornu qui a signé le bon, alors que Monique Barbu, effectivement sa ministre, non mais attendez, quel décalage quoi, se dit horrifiée par la climatisation. Non mais cette femme doit changer de métier, c'est un scandale. Mais souvenez-vous, en 2003, puisqu'on parle de responsabilité politique, en 2003, enfin dans les conséquences de la canicule de 2003, il y avait aussi la démission de M. Mattei, qui était ministre de la Santé. C'était différent, il était venu en petit polo. À l'époque. Non mais c'est important, c'est-à-dire qu'in fine, il faut quand même qu'il y ait des responsabilités politiques. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, parce que là, on parle des 30 000 climatiseurs de M. Lecornu, pardon, c'est tellement le système D. Non, c'était pour montrer le décalage avec sa ministre de la Transition écologique. Certes, il y a un décalage, mais que certains se félicitent du fait qu'un Premier ministre, en pleine canicule, se dise « Regardez, j'ai signé un bon pour 30 000 climatiseurs », alors que ça fait tellement le tiers-monde d'un gouvernement qui réagit toujours dans l'urgence et qui est incapable de prévoir et d'anticiper. Mais depuis 2003, mon cher Sébastien, on prévoit justement. Qu'est-ce qu'il en reste de ce plan canicule? Non, je suis désolé, on ne prévoit rien. Depuis 2003, on n'a rien prévu. Ça va un peu mieux dans les EHPAD. Souvenez-vous, d'accord, on va attendre de savoir le nombre de morts, parce qu'il faut attendre quelques semaines, malheureusement, pour avoir les conséquences à moyen terme d'une canicule. En 2003, on avait eu près de 20 000 morts. Et à l'époque, moi, je me suis replongé un petit peu dans les dépêches médiatiques. On nous expliquait qu'il y avait un changement de paradigme, un changement de mentalité, plus jamais ça, on a compris la leçon, on allait lancer la journée de solidarité, on allait lancer des moyens, etc. On l'a lancé, 36 milliards. Voilà. Ils sont passés où, ces 36 milliards? C'est ce que demande Sarah Knafo aujourd'hui. Voilà. Mais oui, mais regarde, c'est très intéressant. Elle s'inquiète. Mais c'est évident parce que pour moi, c'est symptomatique du mal français qui consiste à dire, au moment d'une crise, de dire on a compris,
on va réagir, on va lancer un plan pour préparer la prochaine fois, mais en fait, on se rend compte 15 ans après que rien n'a été fait. C'est exactement ce qui s'est passé au moment du Covid avec la santé. On nous a expliqué, non mais maintenant c'est terminé, lors de la prochaine crise sanitaire, parce qu'il y en aura forcément une, on aura des masques, on aura des vaccins, on ne sera pas obligé de sortir les brancards sur le parking, etc. Et on sait très bien que c'est faux et qu'aujourd'hui, il y a même le nombre de lits dans les hôpitaux ont baissé par rapport à la crise du Covid. Donc, les urgences sont saturées, tout le monde le dit dans les médias, elles le sont tout évidemment, le temps. Qu'il fasse 10 degrés ou 36. Non. Et donc, pour en finir, on parle de Sarah Knafo, ce qui est intéressant dans cette réflexion et de pointer du doigt les failles du système, c'est que ça met aussi en lumière une réflexion que partagent beaucoup de Français aujourd'hui, c'est qu'ils se disent mais où part mon argent ? Où part cet argent ? Parce que je peux vous dire, les Français ne sont pas anti-impôts, ils ne sont pas anti-solidarité, ils sont prêts à mettre un peu de l'argent pour que tout le monde puisse... Si ça allait, c'est ce que tout le monde dit d'ailleurs. Exactement, pour que tout le monde puisse vivre convenablement. Mais quand vous mettez 20-30% de votre salaire vers l'hôpital public et que quand vous avez un problème ou quand vous amenez votre enfant dans les urgences pédiatriques et que vous devez attendre 10 heures qui fait 30 degrés parce qu'il n'y a pas de clim, vous dites non mais attendez, mais il part où mon argent ? C'est ça le problème, c'est le fait qu'il y a une injustice à l'impôt. Et des Français qui se disent « je travaille pour rien ». Parce que quand j'en ai besoin de cet argent que je reverse, on ne le trouve pas. Non seulement on ne le trouve pas, mais ça s'aggrave. Vous avez vu la Cour des comptes qui tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. C'est cocasse de voir qu'Amélie de Montchalin, qui était ministre du Budget, se retrouve présidente de la Cour des comptes et qu'elle découvre, bon alors elle l'avait un peu découvert, il faut être honnête, mais quand même, ils se rendent compte qu'il y a plus de... Ils n'arrivent pas à résorber la dépense publique et que les taxes augmentent. Bon, enfin, voilà. Elliot Maman. Oui, absolument, mais par ailleurs, le principe même d'une journée de solidarité, c'est-à-dire d'une journée travaillée mais pas rémunérée à l'échelle d'un pays, résume l'absurdité de la situation française dans laquelle on se trouve, notamment sur les questions de finances, où finalement, puisqu'on n'est pas capable d'avoir une véritable réforme structurelle, d'avoir de véritables ambitions en la matière, on se retrouve avec des espèces de petites solutions qui, a priori, ne sont pas véritablement des réponses de long terme à une situation de désinvestissement et de désengagement complètement chronique par rapport tant à notre vie économique qu'à notre vie sociale. Et par ailleurs, ce que nous rappelle la réflexion de Sarah Knafo, qui lit directement le besoin de lier ces 3,6 milliards chaque année réalisés grâce à la journée de solidarité à un investissement notamment dans la climatisation, c'est qu'on a un temps médiatique et un temps de mémoire et de réflexion politique qui est ultra réduit aujourd'hui. On n'a plus jamais de réflexion de long terme. Peut-être que si la France se dotait d'un budget en juillet, la France serait intégralement climatisée, mais en décembre, nos préoccupations sont complètement ailleurs. Et d'ailleurs... c'est terrible. Vu qu'on fait un tout petit peu le procès du politique, reconnaissons, je me demande quand même dans quelle mesure les responsabilités sont un tout petit peu partagées, parce que j'aimerais voir la réaction des partenaires sociaux, comme on dit, si en décembre on nous expliquait qu'on allait raboter tel bénéfice, telle prime, telle subvention, précisément parce qu'il faut réallouer de l'argent pour climatiser la France. Je suis sûr qu'on aurait un pays qui à nouveau serait complètement paralysé et avec des gens qui nous expliqueraient en plus que là ils manifestent en doudoune, donc c'est bien la preuve que la climatisation c'est la dernière des préoccupations. Non, qui se mettent en grève, les syndicats. Oui, pour changer. Non, et puis il n'y a pas aussi une question de couleur politique dans la chaîne de responsabilité, parce qu'évidemment la gauche a une responsabilité lourde dans cette doxa anti-clim, anti-nucléaire qu'ils ont essayé de mettre en place, mais la droite aussi, quand elle a été au pouvoir, elle a une responsabilité, une double même, parce que il y a cette droite qui a accepté de se ranger derrière cette doxa verte et écologiste qui n'a rien fait pour remettre de l'argent dans le nucléaire ou pour lutter contre la politique anti-clim de la gauche. Et puis il y a aussi toute une partie de la droite qui a déversé dans le discours anti-climato-scepticisme, enfin voilà, le réchauffement climatique n'existe pas, il n'y a pas besoin de s'en préparer, de toute façon qu'est-ce que vous vous faites chier avec 40 milliards. Non mais c'est vrai, c'est ce qu'on entendait parfois dans les ministères. Ils nous disaient, enfin vous regardez au début des années 2000, vous aviez des ministres de Jacques Chirac qui disaient attendez, on va pas mettre des milliards d'euros dans les climatisations, alors qu'en fait le réchauffement climatique, on sait pas vraiment si ça existe et on sait pas si en fait les scientifiques sont pas en train de nous raconter un petit peu des salades. Donc tout le monde a une responsabilité là-dedans. Et simplement, j'aimerais finir sur la journée des solidarités. C'est un petit peu une escroquerie aussi cette histoire, parce qu'en réalité, il n'y a pas une journée de la solidarité dans ce pays. Si on prend le brut et le net et on voit tout ce que les Français versent pour l'État chaque mois dans leur salaire, c'est pas une journée de solidarité qu'il y a par an, c'est des dizaines. En réalité, les Français, ils travaillent des dizaines de jours par an pour la solidarité de la nation et au compte de l'État. Donc il y a aussi cette question-là. Vous pouvez avoir des Français qui disent mais moi, je vais partir aujourd'hui. Vous avez des Français, certains évidemment les plus fortunés, qui partent. Alors on leur tombe dessus à raison. Mais on peut aussi essayer de comprendre pourquoi tant de Français quittent ce pays. Pas parce qu'ils ne l'aiment plus,
c'est parce qu'ils se disent mais attendez, moi, je ne veux pas mettre 50% de mes revenus vers l'État sans avoir aucune contrepartie quand j'en ai besoin. Ben oui, il y a un moment donné, il faudra que ça s'arrête. D'ailleurs, vous croyez qu'ils auront trouvé la solution cet après-midi à Sarthe, au Mans? Il y a alors les trois là, Raphaël Glucksmann, François Hollande, Bernard Cazeneuve, trois aspirants, on peut le dire, à la présidentielle. Vous pensez là, parce qu'ils sont en train de parler apparemment des grands enjeux de société. J'aimerais bien être une petite souris pour voir ce que. J'ai surtout lu qu'il faisait très très chaud dans la salle, donc peut-être que ça leur donnera des idées pour précisément ensuite aider le pays. Mais non, je ne suis pas certain que ce soit là que se déclenchera quelque chose. Encore que ces trois candidats putatifs, on va dire, nous expliquent qu'ils attendent de voir qui parviendra à avoir une prise dans l'opinion, etc. Est-ce que le fait de les avoir réunis dans un débat que Stéphane Le Foll, qui est à l'initiative de cette rencontre-là, promet d'être complètement équitable. Donc peut-être que là, certains se rendront compte qu'ils n'ont en réalité pas exactement l'influence sur l'opinion qu'ils espèrent avoir. Mais peut-être suis-je trop optimiste moi-même.